Zenden avec Valbuena. Il enveloppe sa balle. Il y est. Valbuena. Au départ, on le voit, il y est. Extraordinaire but. Oh, quel but. Oh, quel but somptueux, cette frappe enveloppée. Au départ de la frappe, on voit que le ballon va aller au fond des filets. Quel comme ça, parce que il ne peut pas être plus dans la lucarne, il tape le bas de la transversale, l'intérieur du poteau gauche, il est plein de lunettes, extraordinaire but de Valbuena. Première titularisation en Ligue des Champions, pas n'importe où s'il vous plaît, à Anfield. Il est génial ce but. C'est fini. L'exploit de l'Olympique de Marseille qui bat le finaliste de la dernière Ligue des Champions. 1-0, la dernière défaite de Liverpool ici à Anfield, c'était contre Barcelone l'an dernier en 8e de finale. Marseille en tête de la poule A avec 6 points. Les gars, on va revenir sur une période, grâce à ce rétro-podcast, une période qui a été un peu oubliée, je pense, un peu trop facilement oubliée. Le fameux Liverpool-OM pour ce rétro-podcast spécial match de légende de l'Olympique de Marseille. Et là, avec Quentin et Mathis, aujourd'hui, on va vous raconter à vous. En plus, ce qui est bien, les gars, pour le coup, c'est que là, nous avons deux, Quentin et Mathis, chers auditeurs, qui étaient très très jeunes lors de ce match-là. Quentin, tu avais 9 ans, mon petit, c'est ça? Ouais, j'étais dans le lit de la petite chambre du petit Quentin à l'époque qui avait 9 ans, dans son lit superposé, dans le lit du haut, parce que tous les grands frères prennent le lit du haut, bien évidemment. Mais ouais, c'est comme tu l'as dit, Mathis et moi, vécu ça très très jeune. Alors moi, j'en ai un bon souvenir, parce que bon, à 9 ans, tu te souviens quand même, c'est vraiment là où tu commences à découvrir le football, à t'y intéresser vraiment assidûment. Et franchement, ce Liverpool-Marseille, c'est pour moi l'un de mes tout premiers très beaux souvenirs en tant que supporter de l'OM et en tant que observateur du foot en globalité. Mais là, franchement, c'était une soirée historique et on va longuement revenir dessus avec toi en tant que maître de cérémonie. Ah mais bien évidemment, en tant que monsieur loyal en ces périodes de cirque. Bon, Mathis, du coup pour toi, c'était l'heure du biberon en fait, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, moi je te raconte, je devais avoir en 2007, j'avais 5 ans. Ah Pour oui, te dire. ah Oui, oui. j'étais tout bébé. Ah oui. Non mais je t'avoue que j'ai quand même un vague souvenir de cette soirée parce que forcément moi ça vient de la famille Marseille forcément. C'est eux qui m'ont inculqué cette passion. Et je me souviens que c'était la folie. C'était vraiment la folie à la maison. C'était le grand frère et le papa qui hurlent sur ce but. Et voilà, moi je comprenais rien. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est des fous là. Écoute, mais voilà. ce qui est bien, c'est qu'en plus, grâce à ça, tu as pu découvrir une période sur laquelle que tu n'étais, je dis pas que tu n'étais pas né, mais tu n'étais pas en âge de comprendre le Olympique de Marseille. Et là, c'est vrai que on va revenir aussi sur les débuts de Mathieu Valbuena sur la scène européenne, parce que il faut quand même ne pas oublier que ce petit Mathieu Valbuena, avant ce match-là, était un joueur qui venait de Libourne Saint-Seurin et dont on ne connaissait pas trop le potentiel. Il avait fait quelques bouts de match. C'était aussi, on va dire, une nouvelle ère également. Parce que, et Quentin, tu es au courant, cette ère, Philippe Troussier, on a eu une valse d'entraîneurs par le passé, une intérim d'Albert Aymon Au début de saison, en pompier de service qu'il a toujours été malheureusement, mais pour le bien du club, et l'avènement d'Eric Guéretz. Donc pareil, moi, je vais pas vous dire quel âge j'avais à l'époque, hein, parce que ça fait mal. mais à l'époque, on se disait, mais qui c'est ce mec? Enfin, il avait quand même un petit palmarès, ce monsieur-là. Moi, je n'étais pas né à l'époque où il était footballeur, mais il avait quand même un palmarès en tant qu'entraîneur, notamment du PSV Eindhoven, de Galatasaray. Mais Guéretz il commence en championnat, mais il commence réellement son baptême du feu à Liverpool, à Anfield. Et les gars, la Ligue des Champions sur TF1, Thierry Gilardi,
pendant qu'il y avait, comment on appelle ça, qu'il y avait le programme, il y avait les petites brèves avec on vous retrouve pour ce match de folie à la Thierry Gilardi, parce que pour ceux qui ont connu Thierry Gilardi, il savait, même si vous aimez pas le foot, que vous intéressez pas au foot, ben, vous allez le regarder parce qu'il savait vous dire, les gars, c'est the place to be, à rendez-vous ce soir, venez sur TF1, parce que c'était le diffuseur à l'époque. Et on regardait. Bon, après, supporter de l'OM, on était obligé. Quentin, toi, tu l'as regardé depuis. T'es 3 mètres de haut là-bas. Ouais, mais sur ma petite télé cathodique Samsung, je le voyais très bien le match. Ah bah Ouais, oui. non, mais c'est vrai que le contexte et tout à l'époque, voilà, pour ceux qui connaissent pas vraiment comment c'était, voilà, ça te plantait un décor. Ça te plantait un décor, t'étais tout de suite hypé par le match, que tu sois supporter de l'OM ou pas. C'était vraiment un truc incroyable. Et puis, bah, comme tu l'as dit juste avant, c'est le début de quelque chose à l'OM, d'un nouveau souffle, d'une nouvelle ère. L'OM qui galérait un petit peu à se qualifier en Ligue des Champions sur les saisons précédentes, qui a eu un nombre d'entraîneurs incalculable Ah oui. sur les dernières années. Et on a parlé de Guéret, on a parlé aussi de Valbuena, qui, on le rappelle, avant ce match de Ligue des Champions, comme tu l'as dit, était quasi inconnu, mais il faut rappeler aussi que c'est l'homme qui nous qualifie en Ligue des Champions la saison d'avant, en marquant contre Saint-Etienne Oui, lors de l'avant-dernière journée. exact. Donc là, déjà, il avait été décisif pour ce match-là, et à rappeler aussi que ce match contre Liverpool, de base, il n'était pas censé jouer, puisqu'il devait, il a remplacé un Samir Nasri qui lui était blessé, hein, si je m'abuse. C'est ça, tout à fait. Mais comme quoi, la destinée, quand c'était prévu, c'était prévu que tu joues. Très exactement. Ouais, non, mais c'est ça. Tu as bien résumé la situation. Et en plus de ça, Mathis, on affronte Liverpool. Euh, à l'époque, c'était un petit peu un épouvantail européen, quoi. On les affronte, c'est 11 matchs sans défaite. C'est 11 matchs sans défaite, c'est finaliste contre l'AC Milan la saison d'avant, 2 ans avant encore aussi. Champion Donc, d'Europe, en plus de ça avant. et oui, champion d'Europe. C'est les grandes années Rafa Benitez. Quand tu vois des joueurs comme Torres, comme Crouch, comme Jamie Carragher aussi. Oui, on va y C'est- revenir, on va y revenir sur les Voilà, compos, mais oui, mais c'est. chacun des joueurs, mais Ah, c'est un collectif qui est déjà en trombe et qui est hyper bien solide. En fait, c'est trop dur à battre comme équipe. Donc c'est un résultat incroyable. On va dire que c'est les débuts vraiment où la première ligue commence à exploser. On a des C'est joueurs ça. stratosphériques qui arrivent de l'autre côté de la Manche. Et justement, quand on parle de joueurs stratosphériques, on va revenir brièvement sur les compositions et sur les joueurs de l'époque pour que nos auditeurs se mettent vraiment dans le bain et remettent, on va dire, un petit peu les joueurs, le contexte, etc. Mais quand même, sur ce mercato, tu l'as cité, il y a quand même du Fernando Torres qui arrive, il y a quand même du Lucas Leiva. Bon, Lucas Leiva, il sera connu dans la saison et pour devenir un joueur indéboulonnable au milieu de terrain. Il y a Andrei Voronin, il y a Yossi Benayoun, il y a Ryan Babel qui à l'époque était une révélation hollandaise comme il en existe depuis, et on en parle encore de ces révélations hollandaises. Il y a Charlie Tange aussi, en provenance de RC Lens, qui avait fait une grosse saison, qui a signé. Il y a Martin Skretel aussi, qui vient du Zénith et qui par la suite fera une très grosse carrière du côté de Liverpool. Mais il y a aussi de base, il y a encore Steven Gerrard, il y a Dirk Kuyt, il y a Peter Crouch, tu l'as dit. Enfin, rien que ces noms-là, tu vois, à l'époque, bon, il y avait Momo Sissoko, il y a Xabi Alonso, il y a Javier Mascherano. Rendez-vous compte quand même, La l'équipe. liste est longue. Hein. Mais l'équipe fait peur. Abusé, les galactiques. Mais l'équipe Voilà. fait peur parce que quand on se rend compte des carrières qu'ont eu ces joueurs-là, on se dit, mais quand même, l'équipe qu'ils avaient, ils avaient Steven Finan pour les aficionados du championnat anglais qui était latéral droit, un très bon latéral droit. Sami Pia, Sami Hyypiä, John Arne Riise. John Arne Riise qu'on a connu à Monaco, mais Sami
mis Ipia, pour la petite anecdote, moi quand j'ai vu Valbuena, je me suis demandé ce qu'il allait faire Valbuena face à Ipia. Le mec on l'a rencontré, parce qu'il faut savoir que Liverpool les a rencontrés quand même 4 ans avant, où on les a éliminés à l'époque en Coupe de l'UEFA, à l'époque de Drogba et consorts. Et ça a mis Ipia, c'était un grand dadé, tu te dis mais qu'est-ce qu'il va l'écraser à ce Valbuena. C'était un beau Golgoth. C'était le Finlandais là, il y avait Daniel Hager aussi, et Jamie Carragher, l'immortel Jamie Carragher, immortel. Lui, on va en parler de lui, parce que je me souviens de ma chambre d'enfant que j'étais assez énervé contre ce monsieur et pendant le match, et je me suis surpris en revoyant les images du match, en préparant cette émission, que j'étais toujours énervé contre lui, parce que il a fait le sacré boucher contre nous quand même. Il a été, ça a été, ils ont pas tous été vaillants les joueurs de Liverpool, mais c'est vrai qu'il faisait partie des bouchers. Et voilà, après, il y a du Fabio Aurelio, Alvaro Arbeloa, c'était XXL. On rencontrait ce qui se faisait de mieux en Europe et en Angleterre, et sans oublier Pepe Reina qui fera le match de sa vie ce soir-là aussi. Un grand gardien également, un peu barré par Casillas à l'époque. Mais bon, ça n'a pas empêché d'avoir eu une très très belle carrière. Mais nous, on n'a pas démérité, parce que quand même, et Quentin, tu pourras, je pense, qu'être d'accord, on a une équipe que je pense que si tu la transposes aujourd'hui, elle vaut des milliards. Avec la nostalgie, ouais. Parce que quand je vois du Cherou, quand je vois du Zenden, qui arrive justement de Liverpool, Zenden, moi à l'époque, quand il fait un Boudwin Zenden, le fameux ailier gauche de Liverpool, et comme on avait vu, qui à l'époque moi j'avais connu, jouait à Middlesbrough, ce brave Bodwin, qui parle français couramment, beau gosse, le mec super classe. Je dis mais le cheveu au vent. C'est ça. Qu'est-ce qui branle ici le mec? Mais Pape Diouf a réussi à le faire venir gratuit quand même, et bravo à ça. Karim Ziani. Qui a pas fait une grosse carrière à l'OM, mais bon, qui sur ce match-là... Il a fait 6 bons premiers mois. Valbuena, on en parlera. Samir Nasri, Djibril Cissé, qui est champion d'Europe avec Liverpool, Mamadou Niang, qui était en pleine bourre avec l'OM en ce moment. C'est une équipe pareil. Taiwo, j'oublie Taiwo, Lorixana, Habib Bey, Julien Rodriguez qu'on arrivera à faire venir des Glasgow. Bay était déjà parti. Bay était déjà parti, exactement. Il était parti en début de saison, autant pour moi. Mais il y en a Julien Rodriguez et Gaël Givet, qui à l'époque, il faut dire, Gaël Givet, qui était dans le groupe en 2006 pour la Coupe du Monde et en finale de la Coupe du Monde 2006. Et il était Quentin, on avait la défense de l'équipe de France, quelque part. Hormis Gaël Givet qui était en effet international, on n'avait pas non plus des internationaux en puissance. C'était des bons joueurs de Ligue 1, sans plus. Julien Rodriguez, Gaël Givet qui était coéquipier déjà à Monaco. Laurent Bonnard, j'ai oublié Bonnard. Comprend du Mans. Taiwo qui est implanté chez nous depuis maintenant quelques saisons. On a dans les buts un très jeune, Steve Mandanda, 23 ans, qui a 22 ans, qui a 22 ans, qui vit sa première saison du côté phocéen, qui a un potentiel monstre. Il est international espoir à ce moment-là. Il débarque tout fraîchement du Havre et on le met dans le grand bain comme ça. Alors dû à la blessure de Cédric Carasso, mais voilà, c'est une défense qui en Ligue 1 est convaincante. Après, de là à dire qu'elle était au niveau de ce Liverpool-là et de dire que cette défense allait tenir 90 minutes face à ce Liverpool, je pense que ceux qui auraient pu parier ça à l'époque, on aurait pu les traiter de fous. Honnêtement. Mais complètement. Alors, je vais revenir parce que c'est vrai que moi, ce soir-là, et c'est pas contre vous, mais contrairement à vous, il y a beaucoup d'auditeurs et justement, on est là pour ça, pour vous expliquer, vous faire revivre ce match-là, parce que faut comprendre quand même le contexte. C'était un contexte assez particulier. On gagne, il faut rappeler quand même qu'on tombe dans une poule avec Beşiktaş, qu'on les bat à la maison. Et 2-0, ouais. 2-0, tout à fait. Donc, on est en confiance. Et on va à Liverpool. Et je peux vous dire, chers auditeurs, et même moi, et les trois quarts des Marseillais, on s'est chié dessus. C'est-à-dire, quand on voit tout ce que on vous a énuméré comme force qu'avait à l'époque l'équipe de Rafa Benitez, qui à l'époque aussi, Rafa Benitez, c'était l'entraîneur
avec José Mourinho, c'était l'entraîneur, on va dire, ce qui se faisait de mieux en termes de coaching. Il y avait Benitez, il y avait Arsène Wenger, mais Benitez et Mourinho, c'était, on va dire, les deux coqs tout fraîchement débarqués. Benitez a fait ses armes avec Valence, Porto, c'était pour notre ami Mourinho, mais déjà, ça sentait vraiment la poudre et moi, j'étais pas serein. Personnellement, j'étais pas serein. Quand il y avait la 1 le TF1 qui disait c'est dans quelques minutes et qui avait les compositions d'équipe, on avait peur parce que Fernando Torres, Il Niño, on se chiait dessus de lui. C'était quand même un monstre à l'époque. Faut quand même le dire qu'à la fin de cette saison-là, pour nos auditeurs, pour qu'ils se remémorent, parce que Fernando Torres, c'est pas que le joueur de Chelsea et de l'Atlético en fin de carrière que vous avez pu voir. Non, cette fin de saison-là, il marque 22 buts. Donc en Angleterre quand même à cette époque-là. Fernando Torres de Liverpool de la première saison, c'était quelque chose. Hein, c'était un monstre. C'était quelque chose qui je dirais, il n'y a pas de comparatif. Je dirais pas que c'est comparé à Haaland parce que ça serait peut-être un peu trop, mais c'était un des meilleurs attaquants que tu puisses avoir en Europe à l'heure actuelle. Et si l'on payait à l'époque 38 millions d'euros, c'est pas pour rien. Donc tu vois, le contexte était là. Moi, j'étais dans une petite brasserie tranquille et on voit ça et on se dit, putain, espérons qu'on n'en prenne pas 3-4, tu vois, parce que s'il n'y a rien de mieux pour te plomber le championnat derrière que te faire fesser en Ligue des Champions sèchement. Et en fait, coup d'envoi, Thierry Gilardi qui donne le coup d'envoi, et à l'époque, c'était Thierry Gilardi et Jean-Michel Larquet qui commentaient les matchs à TF1. Et Thierry Gilardi avec sa verve naturelle, qui veut, son patriotisme, qui voulait qu'un club français, parce que juste avant, il y a 3 ans, et Mathis, tu étais peut-être encore plus petit, mais il y a 3 ans, on fait match nul contre cette équipe-là qui n'est plus la même. Anfield, qui n'est plus la même, parce qu'à l'époque, il y avait encore Emile Heskey, Robbie Fowler, là c'est autre chose. Mais on arrive là-bas à Liverpool, 40 000 spectateurs, et tu as les supporters marseillais qui mangent le public à Anfield. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Et Mathis, je sais pas si toi, je te pose la question parce que tu as revu le match, ça t'a fait quoi de savoir qu'à Anfield, on a mangé les fameux supporters des Reds, on les a mangés. Mais je me dis, mais aujourd'hui tu nous remets à Anfield, mais on les remange. Ah, les remange. Mais on est intemporel. C'est ça qui est génial, c'est que c'est depuis le début que c'est une passion comme ça et c'était magnifique. En revoyant les images, j'étais là, mais rien n'a changé en fait. C'est incroyable. Et ce genre d'images, tu peux les reprendre un peu partout quand on se déplace en Europe. En préparant l'émission, j'ai revisionné des choses, des déplacements en Ligue des Champions contre Chelsea, contre Dortmund, où les mecs autour de nous sont totalement impressionnés de voir quelle ambiance le parquage marseillais peut mettre dans le stade. Et c'est comme ça maintenant depuis la nuit des temps. Même aujourd'hui, quand on se déplace en Ligue 1, on entend que nos supporters, et ce n'est pas que dans les stades de Ligue 1. Quand on allait se déplacer dans les antres chaudes d'Anfield ou du Signal Iduna Park ou même au Dragao, à Porto, c'était quelque chose. Donc, mais pour moi, il fallait nous écouter, quoi. Mais tu vois, pour moi, c'était c'est ça, mais c'était significatif, tu vois, pour moi parce que chez Seal, je vois de quoi tu parles, ça viendra après. Je vois quelle période tu veux parler. Mais là, imagine-toi, pour les supporters que je suis, Anfield, ça reste mythique, n'en déplaise à certains, ça reste quand même mythique. Et quand tu fais du bruit à Anfield, même ils arrivaient, je me rappelle à un moment donné, ils voulaient refaire leur Will Never Walk Alone, ils sont même pas arrivés. Enfin, c'est tellement qu'on a pris l'ambiance, on l'a mis dans la poche, elle était à nous, tu vois. Et du coup, coup d'envoi de ce match-là, et Quentin, du coup, je reste avec toi et je vais te faire partager ma surprise de l'époque. On domine. On domine et on domine bien. C'est étonnant. Ouais. C'est assez étonnant en plus parce que voilà, on a cette volonté et c'est là qu'on je pense on peut mettre le jour 1 de l'ère Guéretz sur ce match-là. Alors tu l'as dit, ça avait commencé un petit peu avant, mais pour moi c'est vraiment la base de l'ère Guéretz. C'est-à-dire que on a eu un football attrayant. Et ça s'est vu sur cette première période où on a été mis en difficulté quelques fois. Liverpool, logiquement, au coup d'envoi,
se place bien et nous contre et rapidement, nous, comme tu le dis, la rigueur tactique de Benitez. Tout à fait, mais très rapidement, et c'est là en fait, et c'est là où tu vas me rejoindre, c'est que très rapidement, on arrive à cadenasser leur milieu de terrain, et c'est pas rien. Ah mais totalement, et franchement c'est un très beau boulot de ce qu'avaient fait nos milieux de terrain à l'époque. Moi j'ai surtout en tête le match de Benoît Chéroux qui était au four et au moulin sur ce match. Je pense que, et pourtant alors je pense que Benoît Chéroux à l'époque pareil, hein, ça paye pas de mine, ça reste un très bon joueur du championnat de France qui vient d'Auxerre. Je le connaissais très bien pour ma part parce que j'habitais dans la région auxerroise quand j'étais petit. Donc, quand il est arrivé à Marseille, j'étais content parce que je trouvais que c'était un très bon joueur. Mais de là à ce qu'il fasse un aussi bon match contre ce Liverpool-là, j'étais assez étonné et il n'a pas été tranchant, on va dire offensivement, mais il a réussi à contenir un milieu de terrain qui est quand même à l'époque composé de Sissoko, Rizeux. Benayoun, Mascherano, Xavi Alonso. Bon, fallait se mouiller la nuque avant de les jouer ces mecs-là. Et très très bon match. Et puis on peut parler aussi du travail que Bolo Zenden a fait sur cette première période. On le voit vraiment partout sur son côté gauche. Il a été plus qu'important. Lorik Sana sur cette première période aussi. J'allais y venir, Lorik Sana. Je crois capitaine Sana qui a été incroyable aussi. Ah mais je crois que Sana sur le match, il a passé son temps à tacler. Non mais en fait, et Mathis, je vais me tourner vers toi. Quelle agressivité de l'OM en fait. Mais oui, c'est ça, c'est que l'OM n'a pas eu peur en fait. L'OM s'est direct projeté vers l'avant et n'a pas eu peur de se faire manger, parce que quand tu vois l'équipe en face, tu te dis que ouais, le pressing il va nous couper en deux, mais pas du tout en fait. Ça a été la situation inverse, et comme il a dit Quentin, pour avoir du coup vu le match, bah oui, c'est vrai que Benoît Chéroux et Lorik Sana, ça récupère et ça distribue tranquillement. Aucune pression. Sur ce match-là, c'est vraiment révélateur. Ah oui. On muselle leur milieu de terrain et c'est ce qui était leur force. Et d'ailleurs, on les voit sur ce match-là, tactiquement, ils sont désordonnés. Ils n'arrivent pas à trouver Fernando Torres comme ils veulent le trouver. On arrive à jouer leur football, c'est-à-dire un football assez physique, assez tranchant. C'est la patte de Guéret, très, très clairement. Et d'ailleurs, on le dira plus tard, ce qui manquait à ce Guéret-là, c'est un titre vraiment significatif. Bon, il n'y a pas de titre avec Guéret, mais certains diront que le titre de 2009-2010 n'est que la résultante du travail de Guéret. C'est un autre débat, mais c'est vrai que la patte Guéret, c'est avant tout de l'agressivité, de la projection rapide. Et on oublie aussi Mamadou Niang. Qui leur fait l'amour. Il leur fait l'amour sans préliminaire, comme il dit. Comme dirait notre ami dans Fonseca, ouais. C'est abusé. Et Sami Hyypiä, il sait plus où il est en fait. Il n'arrête pas de chercher Wenyang, très clairement. Je pense qu'il a une torticolis à la fin. Hyypiä et Carragher n'ont pas arrêté du match à être déstabilisés par les appels de Valbuena et de Mamadou Niang. C'est tout bonnement du génie de faire capoter une telle défense. Ils ont été très très décontenancés par la vivacité de nos attaquants et le fait justement de proposer quelque chose, de ne pas être dans l'attente du ballon. Je pense que ça c'est une bonne chose. Et est-ce que tu penses que Carragher, que Benitez, parce qu'il faut quand même rappeler à nos auditeurs qu'avant ce match-là, en championnat, on n'était pas non plus des cadors, on était 17e ou 15e avant ce match-là. Très mauvais début de saison. Très mauvais début de saison, bien sûr. Et on se reprendra très vite par la suite. Mais est-ce que tu penses, justement, Quentin et même Mathis, je vous pose la question, que Benitez ne nous a pas pris un peu à la légère et était surpris du niveau qu'on allait leur rendre ce soir-là, en fait? Je te la laisse, Mathis, si tu veux. Ouais, en fait, le truc, c'est que je pense que personne s'attendait à ce que l'OM vienne jouer son jeu à Anfield, en fait. Et le pauvre Benitez, il a été complètement surpris. On le voit par notre agressivité et par la manière dont on a géré le match, en fait.
Ah ben complètement. Et on va pas lui en vouloir pour ça, parce que honnêtement, hormis cette victoire contre Beşiktaş lors du premier match, notre parcours jusqu'à ce match en championnat est catastrophique. On n'est pas du tout dans une bonne phase. Albert Raymond a pu sauver ce qui était sauvable, on va dire, entre guillemets. Maintenant, tu mets Guéret, tu lances Guéret dans le grand bain, comme ça. Alors maintenant, avec le recul, on sait ce que c'est maintenant le football que proposait Guéret. À l'époque, on savait pas forcément beaucoup de ce que pouvait nous proposer cet entraîneur-là. Et je pense que Benitez, à l'époque, était un petit peu dans l'inconnu, ce qui a peut-être faussé un peu les cartes, puisque on rappelle que le match retour a pas été aussi bon pour nous. Je m'en souviens plus. Ça a coupé. On va rappeler aux auditeurs. Non, ça a coupé. Non, mais on va rappeler aux auditeurs qu'on prend un 4-0 à la maison, quoi. Donc c'était dur, mais en tout cas, oui, je pense que c'est pas forcément une prise à la légère de l'OM, c'est plus un manque de connaissances sur ce que Guéret allait proposer par rapport à ce que proposait Albert Raymond en début de saison. Bien sûr. Alors, comme tu dis, on l'a dit au début, l'OM domine, muselle du milieu de terrain, agressivité au max de nos Olympiens, et on se procure des occasions, notamment première occasion de Niang qui l'a lancé sur le côté droit, par Valbuena si je m'abuse, ou Giroud. C'est Giroud pardon qui fait cette belle passe pour Valbuena, pour Niang, et je me rappelle Thierry Roland qui dit frappe avec son accent du sud-ouest et arrêté par Reina, mais déjà tu te dis bordel, on arrive à passer entre leurs lignes. C'est inespéré, tellement que personnellement nous supporters derrière l'écran on s'attendait à rencontrer un Golgoth tellement insurmontable que finalement on se dit mais on a des occasions, on arrive à les déborder, on casse les lignes, ça tire au but, Reina fait des arrêts, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, c'est là que tu vois quand même que sur la première mi-temps on se prend le droit à rêver, parce que au vu du match que proposent nos joueurs à l'époque, tu te dis mais putain, mais on sort ça d'où? C'est comment ça se fait que cet OM là qui est amorphe en championnat depuis le début de saison malgré un recrutement ambitieux, ait eu autant on va dire oui quand même de facilité à déstabiliser un bloc comme celui de Liverpool, qui est une référence au niveau européen, qui est invaincu depuis 11 matchs, toutes compétitions confondues depuis le début de saison. C'est waouh quoi. C'est cette première mi-temps, elle nous permet de rêver, de se dire bah tiens, est-ce qu'on n'irait pas faire ce qu'aucun club français n'a jamais pu faire à Anfield? Et la première mi-temps nous laisse penser en tout cas. Et cette action de Niang, il y en a eu une autre après, je pense que tu en parleras. Oui. Mais quand tu vois les 25 premières minutes, tu te dis ouais, c'est faisable, il y a un truc à faire. Bien sûr, parce qu'on rappelle quand même, on l'a dit au début, mais il reste quand même ce 11 matchs sans défaite. Et ils étaient finalistes l'année dernière. Donc tu te dis, à Anfield, normalement, au début, peut-être qu'ils nous laissent jouer, mais on va être rapidement surmené, mais non. Les minutes passent. Débordement côté gauche, et la première occasion, mais là, je peux vous assurer que les gars, que je me rappelle très clairement comment ça s'est passé. J'ai fait tomber mon verre tellement que j'étais dans un... De mal ça. Ah, mais j'étais en manque de sucre, comme on dit. Je vois Niang buter sur cet enfoiré de Pepe Reina, qui derrière, Karim Ziani se trouve là, bute, et à hors-jeu, alors qu'il n'y a pas hors-jeu, parce que il siffle sur un hors-jeu passif, mais Ziani n'était pas hors-jeu, et Niang ne fait surtout pas action de but du tout, parce qu'il était complètement aux fraises, quoi. Mais première grosse occasion, Liverpool n'en a pas, première grosse occasion de l'OM, et Matisse, on n'en peut plus, là. Alors, on n'en peut plus, et surtout, pour avoir vu le match, du coup, je me rappelle d'un plan de caméra qui vient sur Benitez. Il se regarde avec son staff, et genre, ça se voit, il se dit... Il est cuit. Ah ouais, merde. Il est cuit.
C'est dur en fait. Comme Marco dans Taxi là. Oh putain. Exactement. Ah mais ils étaient ce but refusé, c'est un coup de tonnerre pour eux, franchement, ça les a déstabilisés complet. Ah mais à partir de là, mais je me suis dit, c'est là où, pour prendre les mots de Quentin, c'est même plus on se prend à rêver, c'est que là on rêve. On se dit, mais on peut les taper. On peut les taper très clairement. Zenden, qui 6 mois avant revêtait la tunique des Reds, qui là joue contre son ancien club, il est à fond. Il a les cheveux gras luisants tellement qu'il est à fond. Cissé qui est champion d'Europe avec, bon, il est sur le banc, mais on sent quand même que sur le banc c'est quand même assez électrique. Et on les domine et on les mange, mais complètement. Des occasions pleuvent, on tente les frappes. Quentin Valbuena, qu'on ne connaissait pas ou très peu jusqu'à présent, on se demande, mais d'où il sort ce mec en fait? Ouais, mais il te pose très clairement sa première référence en Ligue des Champions. Il est partout. Il est partout. C'est un bonheur de le voir à ce niveau-là. Surtout que, je le répète, hein, il n'était pas prévu. Il n'était pas prévu du tout. Il remplace un Nasri qui se blesse le week-end d'avant en championnat. Et voilà, tu te dis, bon, on part avec Mathieu Valbuena, qui, 6 mois, un an plus tôt, était un joueur de national à Liban de Saint-Seurin, qui, voilà, bon, avec Libourne, on avait une sorte de pacte, j'ai l'impression, on reprenait des joueurs. Charles Caboret qui nous rejoint cette même saison en hiver d'ailleurs, qui était aussi de Libourne. Mais tu te dis, ouais, bon, c'est un jeune joueur, c'est lui qui nous a permis de se qualifier en mettant ce but victorieux à Saint-Etienne. Mais qu'est-ce que ça vaut en Ligue des Champions? Et il a parfaitement répondu présent. Il avait tout de l'étoffe en fait d'un très très bon joueur qui s'apparentait à avoir une bonne carrière. Bien sûr. Qu'il a eu, hein. Mathieu Valbuena, quoi qu'on en dise, sa carrière reste très, très honorable, correcte. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Que son passage à l'Olympique de Marseille est plus que réussi malgré le shitstorm qui s'est pris à son départ. Mais voilà, on a découvert ce soir-là un petit homme. Dans la lignée des Giresse et des Tigana, quoi, des gens de petite taille qui, justement. Qui avaient tout d'un grand. Ah, tout d'un grand et qui. Alors, ça, c'est beau, ça. Explosif, du coup, mi-temps, d'ailleurs, les gars, mi-temps, 0-0, on est content parce qu'on fait une grosse première mi-temps. Et je me souviens qu'à ce moment-là, j'avais soif. Donc, du coup. Ah oui, non, mais imaginez-vous, mais mettez-vous à ma place à ce moment-là. Ça fait des années. En fait, on a eu, pour nos auditeurs plus jeunes, on a eu l'épopée de Drogba, 2004. On a eu 2 ans où on était très poussif. L'année dernière où on commence un peu à devenir une écurie européenne, où on gagne l'Intertoto avec ce fameux match contre le Deportivo La Corogne, peut-être, match historique ça, putain. Peut-être, chez certains auditeurs, peut-être que nous ferons aussi un rétrocast sur ce match-là, on ne sait jamais, mais ah oui, il y a celui-là, il y a contre la Lazio aussi, il y en a plein, oh là, l'appel, mais le passif de supporter que j'avais quand je vois le niveau et les joueurs qu'on a, mais je suis très content. Je suis très content parce que ça faisait un moment que j'avais pas vu l'OM à ce niveau-là. Et du coup, la mi-temps passe très rapidement. Début de la seconde période et très rapidement, on sent que je pense que Benitez a soufflé dans les bronches de son équipe parce que très rapidement, les Reds occupent le camp adverse, notre camp à nous du coup. Mais ça reste que ça ronronne, tu vois. Ça se passe la balle. Ils sont pas dangereux du tout, mais pas du tout. Si bien qu'à la 50e minute, ben, tu as Nyang qui fait une frappe, mais arrêtée encore par Reina. Et là, Quentin, je reviens encore vers toi, mon cher Quentin, l'observateur de la première ligue, Quentin. Vous deux d'ailleurs, parce que Mathis, faut dire quand même, vous aimez les Blues, mais bon, là n'est pas le sujet. Ouais. Mais quand même, deuxième période, on domine, on fait du 58-42 à Anfield. Ouais, tu te dis quand même là, quand tu vois les stats à l'heure de jeu, tu te dis, bon, il y a un truc à faire.
Liverpool reprend le ballon un petit peu en deuxième période, mais pas du tout dangereux. Pas du tout dangereux, c'est des approches sans plus, tu vois. Tu vois Voronin prendre le ballon à certains moments, qui est un peu apathique. On peine à trouver Torres dans la surface. Et tu vois une équipe de Liverpool qui sent de petit à petit Marseille revenir dans cette deuxième période et qui a moins l'emprise sur le jeu et qu'on commence à plus concéder des occasions. Et là, tu te dis, bon, le match nul, pour le moment, il est plutôt flatteur pour nous, mine de rien. Faire un match nul à Anfield contre le vice-champion d'Europe en titre, c'est pas donné à tout le monde. Et petit à petit, après l'heure de jeu, tu commences à te dire que, ouais, Nyang, il a l'occasion. Cissé, qui est entré en jeu, commence à aussi se montrer assez... il a envie. Voilà, il a envie, il montre quelque chose. C'est son ancien club quand même. Il vient en le transfert de Liverpool quand même, donc il veut montrer que c'est pas une pipe, qu'il est pas fini. Et d'ailleurs, au passage, je tiens à rappeler qu'il a été accueilli par le plus grand des respects par le public d'Anfield, qui a toujours eu un très grand respect pour ses anciens joueurs. C'est vrai. Et c'était très beau de voir à quel point les supporters de Liverpool, alors, faut pas dire non plus que Cissé a eu une grosse carrière à Liverpool, hein, malheureusement. Il est quand même champion d'Europe. Il est champion d'Europe, oui, bien sûr. Après, voilà, il a eu sa grosse blessure qui l'a éloigné des terrains, sa fracture du tibia péroné en 2005, qui l'empêche d'être à 100% avec Liverpool. Et voilà, mais il a quand même eu le respect des supporters de Liverpool, et il leur a bien rendu puisqu'il a fait une très bonne rentrée. Bien sûr. Donc, et à ce moment-là, tu te dis, ouais, ça peut commencer, même si tu vois que il y a eu une tentative de Gerrard assez lointaine. Là, honnêtement, moi, il me fait peur. Mais là, on serre les fesses et on se dit qu'il y a un bon Dieu. En fait, c'est parce que Gerrard, Mathis, il rate pas vrai. À l'époque, il rate rarement des frappes de loin comme ça, lui. Bah, il rate rarement, mais par contre, il rate son match. Et quand je revois le match, je vois un espèce de manque de confiance de leur part. C'est-à-dire que, comme il a dit Quentin, ils ont le ballon, mais ils font tourner, ils savent pas quoi faire. Et je repense au duo Gerrard-Sissoko qui perdent un nombre de ballons, mais incalculable. C'est affolant. C'est impressionnant, surtout de voir des joueurs comme ça qui perdent autant de ballons. Et je pense que les autres joueurs, quand ils voient leur capitaine et Sissoko autant dans le mal, tu le vois. Il se chie dessus aussi. Tu le voyais à un moment donné, il y a un plan aussi qui m'a fait délirer. C'est un plan où t'as Sami Pia, il se replace juste, mais si tu es observateur, tu vois leur regard, il va se dire bordel, mais qu'est-ce qui nous arrive, tu vois, ils sont plus là, ils ne sont vraiment pas dans leur assiette. Ils sont dépassés complètement. Si c'est rentre, tu l'as bien dit Quentin, remuant comme on le connaît, physique, puissant, rapide, un peu diminué, certes, mais il est là, il fait sa rentrée comme il doit faire sa rentrée. Mais on arrive à un moment, on va dire, mythique, qui fait partie des buts mythiques de l'Olympique de Marseille, qui restera mythique, je pense, très très longtemps. Hein. Il y a la tête de Boli, il y a le but de Valbuena contre Dortmund à Dortmund, celui-là aussi, qui est très très beau également, parce que il marquait avec pas les beaucoup. Commentaires de Christophe Joss. Il marquait pas beaucoup de buts, mais quand il a marqué, des fois, c'était voilà. Mais ce but à Anfield qui me met, il me fait cette frappe. C'est ovni. Mais en plus, il met cette frappe, il glisse, parce qu'il faut savoir que il est quand même pris en tenaille, il fait un dribble, il est lancé par Sana, si je me l'abuse. Ouais. Il fait un dribble, il est pris en tenaille entre Sissoko et Carragher. Excusez du peu, hein. Il arrive quand même à se sortir de la tenaille et il fait une frappe en glissant. Et on voit le ballon, et Reina ne peut absolument... Il est cuit, Reina. Il est cuit, Reina, il est là, il regarde, qu'est-ce qui se passe? Ça fait transversal rentrant. Et je me rappelle ce jour-là, Jean-Michel Larquet qui dit, il y est. Même lui, il sait plus. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe? La trajectoire est tellement improbable, en fait, que tu vois dès le départ que ça va donner un truc fantastique et que ça va rentrer. Et d'où l'excitation de Jean-Michel Larquet à l'époque, c'est que tu t'attends absolument pas déjà à ce geste-là. Le mec tombe littéralement en frappant. Il tombe et tu te dis pas, oui, bon, bah, ok, ça va faire un drop, ça va aller au poteau de corner, ça va faire une NG. Enfin, à l'époque, tu te dis pas ça parce que ça n'existait pas encore. Mais tu te dis, ouais, bon, il est en tenaille, Karagor Sissoko qui le lâche pas d'une semelle. Et tu vois la trajectoire, elle commence à se lever, jusqu'à atteindre la barre. Et là, tu te dis, wow, non, mais c'est une dinguerie. C'est incroyable ce qui... Et là, moi, j'étais comme un dingue. Bon, pour éviter de réveiller les parents, j'étais... tu vois, mais il y avait école peut-être, monsieur Quentin. Il y avait école parce que Quentin était en CE2 si je ne m'abuse et Quentin était un élève très studieux malgré qu'il était un très grand fan de foot, donc il devait faire attention quand même pour pas se faire voler sa PlayStation par les parents notamment. Si vous voulez continuer à jouer à FIFA 2007 à l'époque, mais ouais très honnêtement, ce but, ça restera l'un des, pour ceux qui l'ont vécu, l'un des meilleurs souvenirs en tant que supporter de l'Olympique de Marseille. D'une part parce que voilà, tu as tout le contexte, on en a parlé tout au long du podcast. C'est des matchs qu'on a plus l'habitude de vivre, c'est des matchs sur TF1. En clair, la voix de Gilardi, c'est l'équipe qu'on avait à l'époque, etc. Tu vois, surtout que Gilardi nous quittera, un an plus tard, quelques temps plus tard, pas longtemps après. Ouais, quelques mois dans la saison. Ah oui, le mars qui suit. Ouais, c'est ça, donc c'est ce qui rend aussi la chose encore plus mythique, c'est les derniers commentaires de Gilardi pour la Ligue des Champions. D'ailleurs, Valbuena, tu parles si bien de Valbuena, sur une émission, il en parlait de ce but. Il disait, je vois le ballon se lever, retomber, et dans sa tête, et on le voit d'ailleurs dans les gros plans, il dit, mais ça rentre, peut-être c'est rentré, ou qu'est-ce qui m'arrive? Et tu le vois, il est là, il sait plus, il dit, qu'est-ce qui m'arrive? Mais il faut s'imaginer quand même que le gamin, qui était à l'époque le gamin, à une époque, il était très très jeune, Valbuena. Tu es à juste un an avant, tu joues en national, tu te retrouves en Ligue des Champions face aux finalistes de la dernière édition, parce qu'il avait quand même que 23 ans à l'époque, et tu marques un but comme ça, et tu sais que tu l'as dit, hein, il a pas... Ouais, tu sais que tu as marqué les esprits, parce qu'il le sait qu'il a marqué les esprits indirectement, je pense qu'il le sait pas maintenant, mais il le sait qu'un but comme ça, tu marques les esprits, et il a marqué l'histoire du club à vie. Mais quel joueur, ce moment-là, il a fait le match parfait. Et je pense que ce jour-là, on avait aussi à l'époque, les paris sportifs existaient, en France du moins, le but de Valbuena était coté, je pense, à 20. Parce que... T'es gentil. Ah oui. Mais du coup, 1-0 pour l'OM. Je vous imagine la folie que c'est à Marseille. Je crois que sur mon corps, j'ai tout sauf de la sueur. Hein. J'ai de la bière, du machin. De la bière. J'ai de tout. Non, mais j'ai de tout. Je me rappelle, je puais. Je suis rentré même à la maison. Ma mère me dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Je sentais le bar, tu sais. J'avais des cacahuètes grillées sur moi. C'était la guerre. Les mégots. Ah, c'était là. Oui, parce qu'à l'époque, ça fumait. Elle était dans les bars. Bien sûr, donc du coup, j'avais de tout dedans. De tout. C'était horrible. Non, l'ambiance était festive, mais c'était la guerre. Et à ce moment-là, Liverpool, ils sont assommés. On les voit, ils se regardent entre eux. Ils ne savent même plus où ils sont. Leur stade qu'il est Anfield leurs joueurs, c'est un truc de dingue. Une équipe comme ça se fait huer. C'est là où on voit. Et Mathis, tu l'as dit, qu'on a intemporel au niveau des supporters. C'est là où on voit que ces supporters-là, ils sont peut-être pas au niveau des nôtres, mais de là à huer quand même. Je sais pas, gargarise-toi, vas-y, allez les gars, on y va. Mais non, ils sont hués. C'est jeté en pâture, les Liverpool. Mais c'est clair. Je pense que les pauvres ne s'y attendaient tellement pas, mais genre...
même pas un micro pourcentage. Ah non. Ils ont vrillé. Ils ont changé de camp, ils étaient pour nous. Ah ouais. 77e minute. Donc ce but-là, et derrière, on subit. Et on subit. Mandanda qui est déjà à 22 ans, parce qu'il n'y avait pas encore 23 ans. 22 ans décisif. Il nous sort un match je vois les arrêts qu'il a fait, les claquettes qu'il m'a sorti avec sa fameuse main opposée. Le poteau qu'on se prend en fin de match. Parce que ça, généralement, c'est but. Mais les planètes étaient alignées. On ne pouvait pas perdre ce soir. Non, là honnêtement, il y avait tous les signaux verts. Franchement, ce but-là, il aurait été très difficile à encaisser parce que c'est vraiment une victoire avec les tripes qu'on était allé chercher ce soir-là. Et ouais, tu l'as dit, on subit énormément. Et en fait, les 15 dernières minutes du match, elles sont à l'image de tout ce qu'on a démontré tout au long du match. C'est vraiment les tripes. On a attaqué avec nos tripes et on a tenu bon avec nos tripes. Et honnêtement, la défense... Alors, je vais faire un petit aparté, une comparaison avec aujourd'hui. Ce match-là, avec les mêmes équipes, etc., mais avec la technologie qu'on a aujourd'hui, on l'aurait peut-être pas gagné. Je vais m'expliquer pourquoi. Je sais pas si vous vous rappelez. Il y a une main, pas encore. Il y a la petite main de Gaël Givet dans la surface de réparation. C'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, ça, les gars, c'est sifflé. Hein. On soit honnête. À partir du moment où tu signes. Honnête avec les. À partir du moment où on siffle un hors-jeu d'un genou, on peut siffler la main de Gaël Givet, oui, ça c'est sûr. Ouais, mais celle-là sifflait bien. Voilà, on est là aujourd'hui, bon, tant mieux pour nous, tu vois. Mais est-ce que du coup, je pose la question, est-ce que du coup le but de Karim Ziani aurait été valide ? Je pense que non. Parce que tu penses qu'ils auraient quand même gardé le hors-jeu passif Ouais, voilà, mais bon, après, c'est des détails de l'histoire maintenant. Tu sais que tu viens de réaliser un grand match, tu viens de t'imposer 1-0, coup de sifflet final, Thierry Gilardi en liesse. Tu sais que dans l'autre match, Porto s'est imposé 1-0 sur le terrain de Beşiktaş. Qui est premier du groupe. Et t'es leader de ton groupe. Leader de ton groupe dans un groupe où il y a Porto, Liverpool et le Beşiktaş d'Istanbul. C'est une très bonne performance. Ce que tu réalises là, qui aura, par la suite, on connaît l'histoire, aura beaucoup moins de succès, puisqu'on finira 3e de ce groupe et reversé en Europa, enfin en Coupe UEFA à l'époque, puisque c'était pas encore l'Europa League, et comme on la connaît, mais on est reversé en 16e d'Europa. Coupe UEFA, pardon. Tu vas y arriver. Oui, non, mais c'est parce que c'est l'habitude maintenant. Je suis très dans le présent et les époques rétro comme ça, c'est assez rare qu'on s'y replonge en soi, mais c'est de très beaux souvenirs. Mais voilà, quand on retire le parcours global, cette nuit-là à Anfield est historique déjà par le match et deuxièmement par le début d'une ère, le début d'un fantastique mandat de 2 ans d'Éric Guérès à la tête de l'Olympique de Marseille, où il a ramené un peu le goût du jeu du côté de l'OM, qu'on avait un peu perdu sur le début des années 2000. Tu peux dire qu'on n'avait pas de jeu, mis à part peut-être la période Alain Perrin de la première saison en 2003 où tu avais un fond de jeu, mais après il n'y avait pas grand-chose. Ah non. Il n'y avait pas grand-chose et ça m'a amené à une réflexion. T'en as pas beaucoup au XXIe siècle de coach à l'Olympique de Marseille qui peuvent se vanter d'avoir fait mieux qu'Éric Guérès en termes de jeu. Alors certes, Éric Guérès n'a pas amené de titre, le seul qu'il a fait au XXIe siècle de toute façon, c'est Didier Deschamps, qui n'avait pas le jeu le plus flamboyant du monde. Ouais, mais c'était efficace. Mais c'était efficace, on a remporté des titres comme ça, bon, tant mieux pour nous. Mais aujourd'hui, tu peux facilement au XXIe siècle, en termes de jeu, le mettre au même piédestal qu'un Bielsa ou un Sampaoli, en termes de sensation quand tu regardes l'équipe jouer, en fait. Quand tu voyais l'Olympique de Marseille l'a joué contre Liverpool, t'étais émerveillé, en fait. T'avais des étoiles dans les yeux, tu voyais des joueurs comme Karim Ziani briller totalement, un Bolo Zenden être un maître total sur son côté gauche, Lorik Sana impérial au milieu de terrain. C'est surtout, Quentin, comme je t'ai dit, ce qui a décuplé ça,
c'est le fait de ne pas s'attendre à ce niveau-là. C'est que quand tu commences, et je me souviens très bien, quand le coup d'envoi est donné, tu t'attends pas à voir surtout quand on sort d'un championnat, et comme on l'a dit en début de podcast, et on va le redire pour nos auditeurs, jeunes auditeurs, on était à la ramasse un championnat où c'était très 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 poussif, et on ne connaissait pas la patte Guéretz comme on l'a connu plus tard. Donc on était vraiment dans l'interrogatoire complet, mais ce match-là, on était bouche bée. Première mi-temps, tu es bouche bée. Tu es là, c'est pas possible. On est en train de les museler, on est en train de les tuer. Et pour moi, j'ai envie de dire, c'est l'OM comme on aime, le vrai OM, comme on aime, c'est conquérant, un OM, voilà, un OM d'hommes. Avec les tripes. Avec les tripes, une équipe d'hommes. Et d'ailleurs, les gars, pour le mot de la fin, c'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux, et Sab et Quentin vous le dit à chaque podcast. Je vous remercie. À chaque podcast. Les rétro-podcasts comme ce soir, il y en aura, les gars. Vous inquiétez pas, il y en aura. Il y a de quoi faire, il y a de quoi parler. Et ce OM Liverpool là, il ne faut pas l'oublier parce que c'est pour moi un des matchs références sur ce qu'est la mentalité olympienne, c'est-à-dire la rage, l'envie, la combativité. Et sur ce match-là, il y avait tout. Et c'est à montrer, je pense, dans beaucoup d'écoles de foot sur qu'est-ce que la mentalité à l'extérieur. Ne pas avoir peur de produire du jeu. Et ce soir-là, les Olympiens l'ont prouvé. Quentin, Mathis, merci. Malgré vos jeunes âges à l'époque, vous avez bien synthétisé le tout. C'est comme bien. Toujours. Bien Comme toujours. T'enflammes pas. Hein, détends-toi là, Mio, quand même. C'est pas parce que je fais une caresse dans le cou que ça y est. Hein, on est bon dans le présent. Je vois pas pourquoi on serait mauvais sur le passé. C'est bien dit, ça. Ah, c'est beau, ça. Oh là là, ah ouais, les gars, je suis un poète. Non, le Normand est bon quand il veut. Le Normand est bon. Oui. Prenez-en de la graine. Ouais. Sur ce, on va vite finir, mais on va finir par un allez l'OM, les gars. Allez l'OM. Allez l'OM.